Les titres à la une de votre journal de 14h30 sur BFM TV. Au moins 216 000 mineurs sexuellement agressés par des religieux. 5 jours après la révélation de ce rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Que disent les fidèles de retour à la messe ce dimanche? Nous les entendrons dans ce journal. La maire de Canteleu, finalement remise en liberté, tout comme son adjoint. Aucune charge n'a été retenue contre eux. 19 personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'un coup de filet anti-stupéfiant. Marine Le Pen, Éric Zemmour, variation sur le même thème. La candidate Rassemblement National à la présidentielle reste sereine face à la montée en puissance du polémisme dans les sondages. Quant à sa nièce, Marion Maréchal, elle déclarait hier « Peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux passé ». On en parle en plateau dans un instant avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM. Et ce dimanche marque donc le retour des fidèles à la messe, 5 jours après la publication de l'accablant rapport sur la pédocriminalité dans l'Église catholique de la commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé. Des offices sur fond de polémique également sur le secret de la confession. Oui, autant de thématiques au cœur des conversations chez les fidèles aujourd'hui. Sarah Saïdi, Antoine Forestier, Sébastien Savoie avec Hilal El Aflahi. On ne peut pas ne pas en parler. Briser le silence. Devant les fidèles réunis en l'église Saint-Louis de la Robertso, le curé revient sur l'accablant rapport Sauvé, révélant les abus sexuels au sein de l'église. J'ai été sidéré, écrasé, horrifié. La première chose, c'est la honte. La honte que parmi nous, il y en ait eu qui ait sali des enfants, qui les ait brisés, qui ait fait des meurtres psychologiques, parce qu'il s'agit bien de ça. Ça, c'est la première chose, la honte. La honte de nous, la honte pour nous. La deuxième chose, c'est la colère. Parce que parmi nous, il y en a qui ont fait du mal à d'autres personnes. Et moi, je ne me reconnais pas dans cela. La commission Sauvé estime à 330 000 le nombre de mineurs victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Un choc pour les fidèles qui espèrent une véritable libération de la parole. Il faut en parler, c'est bien tout le problème qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que ça a été un tabou terrible. Il faut condamner ces personnes-là. C'est pas parce que ce sont des prêtres ou des religieux qu'il faut un traitement spécial, ce sont des criminels. Un rapport suivi d'une déclaration du président de la Conférence des évêques de France qui affirme que le secret de la confession est au-dessus des lois de la République. Des propos qui divisent les paroissiens parisiens. C'est un truc qui existe depuis l'existence de l'Église. Après, c'est le rôle du prêtre d'inciter la personne à les dénoncer. Quand un prêtre a à la confession quelqu'un qui lui raconte son histoire, il devrait le dénoncer. Le prêtre de l'église Saint-Étienne-du-Mont indique le comportement à adopter face à un criminel. Il est impératif que le prêtre, premièrement, ne donne pas le pardon de Dieu, c'est ce qui est prévu par les textes de l'Église, et donc dire à la personne, écoutez, vous m'avez dit ça, sachez que c'est très grave, voilà ce que ça veut dire, et du coup, moi, je suis dans l'obligation d'aller vous dénoncer parce que vous êtes un criminel. Suite à ces propos, le président de la Conférence des évêques de France sera reçu mardi par le ministre de l'Intérieur. Et à ce sujet, Edmond-Claude Fréty est l'avocat d'une victime d'un membre du clergé pédocriminel. Il revient sur la polémique autour du secret de cette confession. Lorsque j'entends dire que le secret de la confession devrait être quelque chose qui serait au-dessus des lois de la République, j'ai un vrai problème avec ça parce que le but du secret professionnel, c'est pas d'être absolu. C'est d'être en fait d'avoir un certain but, d'avoir une certaine mission de protection des informations qui sont révélées. Mais ça peut pas non plus être quelque chose qui permet en fait d'ignorer la teneur des propos et des faits qui sont révélés à ce moment-là. Également dans l'actualité de ce dimanche, la remise en liberté après 36 heures de garde à vue de Mélanie Boulanger, la maire socialiste de Canteleu, près de Rouen. L'élu était entendu dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Finalement, aucune charge n'a été retenue contre elle, ainsi que contre son adjoint. Nous sommes en direct avec Nicolas Maillard-Rossignol. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maire socialiste de Rouen. Vous êtes proche de Mélanie Boulanger. Aucune charge donc n'a été retenue contre elle. Vous étiez convaincu qu'elle serait remise en liberté ou pas ? Oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est une grande colère qui m'anime, une colère froide, mais une très grande colère dans le traitement juridique et médiatique de ce genre de situation. Regardez, dans la presse, vous avez 19 personnes qui sont en garde à vue. On parle de gros trafic de drogue, on parle de grands trafiquants. Vous avez le nom des trafiquants? Non. Vous avez leurs photos? Non. Vous avez des informations sur eux? Non. Par contre, la seule image que l'on a, c'est celle d'une élue locale
qui se bat, d'une femme qui se bat depuis 7 ans, comme maire, malgré la pénurie, le manque criant d'effectifs de police nationale, contre tous les trafics. Et elle, par contre, on met sa photo en une de tous les médias, on jette en pâture son honneur, sa réputation, aux hyènes, aux chiens, aux vautours. On sait son nom, son âge, celui de son compagnon, si elle a des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences Nicolas pour sa famille? Est-ce que vous comprenez aussi que peut-être que le fait que ce soit une personnalité publique, politique, une élue, interpelle aussi sur ce genre de trafic dont on parle? Est-ce que vous trouvez normal qu'à la fin de cette affaire, puisque au bout de 36 heures de garde à vue, elle est libérée, aucune charge n'est retenue à ce jour contre elle. Elle est donc à ce jour innocente. Est-ce que vous trouvez normal que la seule image que tous les médias retiennent, c'est celle d'une personne qui est libérée quand, en ce qui concerne les trafiquants, par contre, là, on n'a aucune information. J'ai lu des articles où on parle de trafiquants, la famille M. Par contre, une élue, on a son nom, son âge, c'est tout juste si on n'a pas son adresse. On met en danger son intégrité physique et psychologique, celle de sa famille, celle de ses enfants. On fait grand cas. On fait grand cas de sa situation politique. On fait très peu de cas de tout ce qu'elle fait depuis 7 ans contre les trafics. Et ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça absolument scandaleux. On fait tout à fait fi, on méprise, on foule aux pieds le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Moi, je demande juste que chacun, dans les médias, sur le plan juridique, se pose cette question. Pourquoi est-ce que la seule image que l'on retienne de cette affaire, c'est pas celle des trafiquants, c'est celle d'une personne qui à ce jour est innocente et qui a été libérée? Nicolas Maillard-Rossignol, je tiens à préciser quand même qu'en tout cas sur l'antenne de BFM TV, hier, dans les propos des personnes qui sont intervenues dans nos propos à nous, nous avons fait preuve d'une extrême prudence en rappelant qu'une garde à vue n'était pas une preuve d'une culpabilité. Donc ça a été pour nous très important de le mentionner à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter notre antenne hier. Concernant l'enquête qui a fait état de contacts réguliers entre Mélanie Boulanger et des personnes suspectées donc d'être impliquées dans ce vaste trafic de drogue, est-ce que vous connaissez les relations qu'il y a entre la maire de Canteleu et ces personnes? Non, absolument pas. Et je n'ai aucun doute, absolument aucun doute sur la probité de Mélanie Boulanger. Mais contrairement à tous ces procureurs au petit pied qui n'ont aucun accès au dossier et qui se permettent sur les réseaux sociaux, dans les médias, toutes sortes de commentaires haineux, moi je ne me permettrai pas de faire des commentaires sur des choses que je ne connais pas. Il y a une procédure judiciaire, elle suit son cours et c'est normal, en toute indépendance. Par contre, ce que je constate, c'est que le matin même de la garde à vue, il y avait une photo, son âge, le nom de son compagnon, si elle a des enfants. Partout dans la presse, Merci. On ne sait toujours pas le nom des trafiquants, on ne sait toujours pas Merci Nicolas qui sont les trafiquants. Le seul visage dans cette affaire, c'est celui d'une innocente. Merci, nous avons bien entendu votre message. En tout cas, voilà, comme on le rappelait ici, évidemment, sur le plateau, l'information a été traitée en toute objectivité. Merci. On le rappelle, vous êtes maire socialiste de Rouen et proche de Mélanie Boulanger. On en vient à présent à cette actualité politique autour de Marine Le Pen, invitée de BFM Politique à la mi-journée, la candidate à la présidentielle challengée par l'émergence d'Éric Zemmour. Interrogée hier à la télévision sur cette concurrence Le Pen-Zemmour, l'ex-députée Marion Maréchal a déclaré: ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Réponse sur notre plateau de Marine Le Pen. Je suis heureuse de constater que je pourrais compter sur le soutien de Marion à un moment donné. Mais le constat qu'elle fait est un constat que font beaucoup d'électeurs. C'est qu'ils se disent... pourquoi, encore une fois, l'émergence de cette candidature Éric Zemmour, qui s'appuie essentiellement sur l'immigration, alors même qu'il y a une candidate qui, de longue date, a fait un travail extrêmement ferme. Je suis la mieux placée pour battre Emmanuel Macron au second tour. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. Marine Le Pen et ses soutiens continuent d'afficher leur sérénité face à Éric Zemmour. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais le Rassemblement national doit-il prendre plus au sérieux l'émergence du polémiste qui n'est toujours pas candidat, on le rappelle?
Oui, alors effectivement, bien sûr qu'il y a nécessité de prendre au sérieux l'émergence, en tout cas la montée de ce qui est une bulle ou pas une bulle Éric Zemmour. Ça, c'est toujours la question et c'est bien ce qui rend d'ailleurs l'analyse difficile aux yeux de Marine Le Pen et des ténors du Rassemblement national. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Marine Le Pen a des raisons, dit-elle, d'être sereine aujourd'hui. Et ces raisons sont plutôt étayées. C'est-à-dire que malgré ce que dit de façon pas très filiale sa nièce Marion Maréchal, il n'y a pas de certitude aujourd'hui d'abord que ce ne soit pas une bulle. Ensuite, il y a un certain nombre d'obstacles qui demeurent sur la route d'Éric Zemmour. La question des parrainages, la question bien sûr de réunir suffisamment d'élus autour de lui, des forces suffisantes, de réussir aussi à construire un programme. Alors effectivement, il y a toujours la question qui se pose à la fin de savoir qui sera le mieux placé, d'autant plus que maintenant, il dépasse, selon un dernier sondage, un seul, mais on verra si la dynamique se poursuit, Marine Le Pen, et qu'il arrive à se qualifier pour le second tour. 55 face à Emmanuel Macron, dernier sondage Harris Interactive. On verra effectivement si cette dynamique se confirme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les déclarations de Marion Maréchal, comme la déclaration de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, disant lui aussi, je verrai qui est le mieux placé à l'issue du premier tour, peuvent continuer à instiller une forme de doute dans la tête de certains militants du Rassemblement national ou de certains électeurs qui hésitent encore sur le candidat vers lequel ils vont porter leur voix. Parce qu'il y a toujours ce doute depuis, on le redit, elle déteste qu'on en parle, mais c'est une réalité qui demeure encore, même dans les enquêtes d'opinion sur son image, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le débat du second tour lors de l'élection présidentielle de 2017, qui a fait douter un certain nombre de ténors du Rassemblement national, qui fait douter certaines personnes de sa famille et qui fait douter certains militants. Est-ce que c'est elle la meilleure candidate? Après, il y a un élément qui est très difficile à mesurer en termes de dynamique, c'est est-ce que la question de la diabolisation ou de la dédiabolisation peut favoriser l'un ou l'autre, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a misé sur la dédiabolisation. Ça peut lui amener dans les mois qui viennent un certain nombre de militants ou d'électeurs qui peuvent se dire décidément Éric Zemmour va trop loin. Et en même temps, ça peut aussi lui en retirer parce que certains autres peuvent se dire finalement Marine Le Pen, elle s'est trop dédiabolisée aujourd'hui. La vraie candidature de protestation, c'est Éric Zemmour. Et encore heureux qu'à 6 mois du scrutin, rien ne soit joué à l'heure actuelle. Du côté de la gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo, elle annonce aujourd'hui une mesure bien concrète, une proposition de revalorisation du SMIC d'au moins 10 à 15%. La maire de Paris qui souhaite de manière générale, de toute façon, une hausse générale de tous les salaires. On l'écoute. Non seulement une augmentation du SMIC, d'ailleurs nos partenaires européens, je pense à l'Espagne, l'a fait et de façon assez significative, mais c'est aussi de tous les salaires. Moi je pense que, vous savez, il faut aller sur des augmentations très significatives, de 10 à 15%, au moins, bien sûr, ne serait-ce que du SMIC, mais pour le mettre sur la table, je crois beaucoup au dialogue social, c'est aux partenaires sociaux aussi de nous indiquer et d'en discuter. Anne, c'est pas la première fois qu'Anne Hidalgo fait des propositions sur le pouvoir d'achat. Elle avait déjà annoncé vouloir doubler le salaire des profs il y a quelques semaines. Et c'est pas la seule aussi à faire des propositions sur le pouvoir d'achat. Oui, effectivement. Alors c'est surtout à gauche que ça se passe effectivement. Proposition sur le pouvoir d'achat. Jean-Luc Mélenchon propose d'augmenter, de porter le SMIC à 1 400 € net. Arnaud Montebourg, lui, c'est à peu près la même augmentation qu'Anne Hidalgo. Il propose de l'augmenter lui aussi de 10 à 15%. Fabien Roussel à 1 800 € brut, beaucoup plus. À droite, on ne parle pas d'augmentation du SMIC, mais on parle de baisser les charges. Cela dit, malgré toutes ces propositions, la multiplicité de ces propositions, le seul point commun pour tous ces candidats, c'est que ça leur permet de taper commodément sur le gouvernement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de coup de pouce, qu'on appelle le fameux coup de pouce sur la hausse du SMIC. Il y a eu effectivement une augmentation du SMIC calée sur l'inflation. L'inflation augmente, le SMIC augmente d'autant, c'est inscrit dans la loi. Mais il n'y a pas eu de coup de pouce. Et effectivement, c'est un des gros manques, en tout cas quelque chose qui est l'objet de critiques très nombreuses à l'encontre du gouvernement actuel. Donc c'est un point commun pour tous ces candidats que de pouvoir effectivement taper plus commodément sur le gouvernement. En revanche, malheureusement, malgré la multiplicité de ces propositions, c'est un sujet qui n'arrive absolument pas à émerger dans le débat. Aujourd'hui, on est focalisé sur les questions d'immigration, sur un prisme très droitier, très régalien. Les questions de pouvoir d'achat sont quasi absentes du débat public et du débat médiatique. Pour Anne Hidalgo, en tout cas, la question, c'est de savoir effectivement, comme pour la hausse du salaire des enseignants qu'elle avait proposé il y a quelques semaines, c'est la question de sa crédibilité. C'est pas tant de savoir si on peut le faire, mais comment on peut le faire. Et au moment où elle avait proposé la hausse de doubler le salaire des enseignants, la question lui avait été posée: comment comptait-elle financer une telle hausse? Et pour le SMIC, la question se posera aussi.
Alors on est aujourd'hui à 6 mois tout pile du premier tour de cette présidentielle. Ce sera le 10 avril 2022. Les Français savent-ils déjà pour qui ils vont voter et qui sont tout simplement les divers candidats? Tour d'horizon des prétendants et de leur score dans les derniers sondages. Thibaut Grosse. Emmanuel Macron, favori de l'élection présidentielle. Toujours non déclaré mais donné systématiquement en tête des sondages. À 6 mois du premier tour, rien n'est joué. Ce matin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe met en garde la majorité dans le journal du dimanche. La réélection de Macron n'est pas acquise. Face à lui, 2 candidats d'extrême droite se détachent dans les enquêtes pour l'affronter au second tour. Marine Le Pen, déjà dans la course depuis plusieurs mois, et le polémiste Éric Zemmour, pas encore candidat, mais vraisemblablement en campagne. Les vagues qui vont déferler au printemps, elles se créent maintenant. Elle se constitue maintenant. Est-ce que la vague Zemmour, elle va prendre de l'ampleur ou est-ce qu'elle va se casser avant l'élection? Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe maintenant, mais ça n'est pas prédictif forcément de ce qui va se passer dans 6 mois. À droite de l'échiquier politique, ils sont une dizaine à avoir déjà déclaré leur candidature, comme Nicolas Dupont-Aignan. Côté républicain, un congrès des militants est prévu début décembre pour désigner le candidat du parti. Pour l'heure, ils sont 5 prétendants. Parmi eux, Michel Barnier ou Valérie Pécresse. Reste une inconnue, Xavier Bertrand, qui ne souhaite y participer qu'à la condition que les autres candidats se rassemblent derrière lui. Même division des candidatures à gauche. Pour l'heure, Jean-Luc Mélenchon et l'écologiste Yannick Jadot se détachent. Anne Hidalgo, elle, doit encore affronter un vote des militants de son parti la semaine prochaine pour la départager de l'ancien ministre Stéphane Le Foll. Au total, on dénombre une 40aine de prétendants officiellement dans la course. Selon l'Institut Elab, 52% des Français se disent tout à fait certains d'aller voter et 25% l'envisagent sérieusement. L'actualité à l'étranger avec 2 images. Tout d'abord en Irak, des élections législatives anticipées ont lieu ce dimanche, 2 ans après les protestations massives de jeunes dans les rues qui réclamaient du changement. Les observateurs s'attendent à une très forte abstention de la part des 25 millions d'électeurs appelés aux urnes. Un scrutin qui se déroule sous haute sécurité. Et puis cette marche pour le climat à Bruxelles, en Belgique, au moins 10 000 participants attendus cet après-midi à cet événement baptisé Back to the Climate, retour au climat en français. Des discours sont prévus à 16h dans le parc du Cinquantenaire, notamment des représentants de la coalition climat. La marche se déroule avant un important sommet européen, une conférence climatique prévue à Glasgow. Et puis pas d'amélioration aux Canaries. L'éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de La Palma se poursuit depuis maintenant 3 semaines. Oui, elle menace l'une des richesses de l'île, la banane. Elle représente 50% du PIB de La Palma. Les agriculteurs s'inquiètent. Léa Zafrani. Regarde là, sur les bananes, tu vois les cendres, ça les abîme. Pedro ne pourra pas les vendre. Et toute sa bananeraie est touchée par les cendres retombées du volcan. Les grossistes n'achètent plus mes bananes, ils les jettent. Quand je vais au supermarché pour les vendre, je leur dis « Regardez cette banane, elle vient de la zone du volcan, j'ai enlevé les cendres, elle est juste abîmée, un peu griffée, c'est tout. » Et pour les agriculteurs de l'île, un autre problème se pose, le manque d'eau. La lave a détruit une canalisation indispensable pour irriguer les parcelles. Alors, 2 usines de dessalement de l'eau de mer ont été installées en urgence. Mais les conséquences économiques sont importantes. 100% de l'île est affectée, donc nous allons avoir une perte considérable, d'au moins une année de récolte sur toute l'île. Nous parlons d'environ 120 à 130 millions d'euros de pertes. Le volcan, lui, continue de cracher sa lave. Elle a déjà dévasté plus de 400 hectares de l'île. Ces images prises par un satellite montrent l'étendue des dégâts et cette coulée qui avance en direction de la mer. La lave qui se solidifie au contact de l'eau a même créé une avancée sur la mer d'environ 40 hectares. Et puis les sports avec du foot, Espagne-France en finale de la Ligue des Nations. C'est ce soir l'occasion pour les Bleus de se rattraper après un Euro raté l'été dernier. Antoine Sabardin. C'est un trophée à remporter. Et même si elle a moins de valeur qu'une Coupe du Monde ou un Euro, cette Ligue des Nations peut relancer une équipe de France groggy depuis un peu plus de 3 mois. Et l'élimination face à la Suisse, le capitaine Hugo Lloris en est bien conscient. On le ressent depuis le début de la semaine. On témoigne également notre joie après la victoire face aux Belges. Voilà, c'est un trophée en jeu. On a tous envie d'aller au bout. Et pour ça, on aura besoin de toutes nos forces et de toute notre énergie face à une très très belle équipe d'Espagne. Face à eux, les Bleus retrouveront en effet une vieille connaissance, l'Espagne, pour le 36e match de l'histoire entre les 2 nations. Avec 16 défaites, le bilan est plutôt défavorable aux hommes de Didier Deschamps et le sélectionneur ne veut surtout pas se poser en favori face à la très jeune Rora. Il y a une expérience un peu plus importante de notre côté, oui,
bien évidemment, d'avoir déjà un vécu, une expérience du très haut niveau, mais c'est pas pour ça que ça va nous donner des garanties. France-Espagne, ce sera aussi un match très particulier pour Antoine Griezmann. Lui, formé et révélé de l'autre côté des Pyrénées, le Mâconnais honorera d'ailleurs ce soir sa 100e sélection en équipe de France. Un rendez-vous BFM TV à ne pas manquer lundi soir, 20h50 dans Ligne Rouge. Nous vous présenterons notre enquête intitulée Marseille, la guerre de la drogue. Rendez-vous donc sur BFM TV lundi à 20h50. Restez avec nous dans quelques minutes, notre document Ligne Rouge sur l'affaire Daval. 4 épisodes pour revenir sur les moments qui ont mené du déni aux aveux de Jonathan Daval, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. C'est dans un instant, mais tout de suite la météo, Sandra Larue.